C'est avec une grande gratitude et une certaine fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne année 2025 en tant que maire et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital. Je tiens également à vous remercier d'avoir été, durant toute l'année 2024, au chevet de nos concitoyens les plus vulnérables, de ceux que la maladie accable. Votre rôle de soin, d'écoute et d'aide incarne nos valeurs de solidarité et d'engagement. Il mérite le respect de tous les Argenteuils. L'année passée a été marquée par plusieurs événements majeurs pour le centre hospitalier d'Argenteuil. Tout d'abord, le projet d'établissement 2024-2029 a été validé. Il nous donne un cap pour les 5 années à venir. Il affiche nos ambitions et leur cohérence avec les besoins du territoire. Issu d'une démarche collaborative à laquelle vous avez pris part, il permettra de répondre au mieux à vos attentes ainsi qu'à celles de vos patients. Durant toute l'année, l'hôpital a renforcé son lien avec la ville et ses habitants. Ainsi, vous avez largement pris part aux actions de nos centres municipaux de santé afin d'y apporter des compétences dans des domaines tels que la pneumologie ou la cardiologie. Aller ainsi au plus près des habitants est une démarche qui me tient en tant que maire particulièrement à cœur et je me félicite de la synergie croissante entre les services de la ville et le CHA. Dans cette même dynamique, le centre hospitalier a signé à nos côtés le nouveau contrat local de santé afin d'adapter au mieux l'offre et les parcours de soins aux habitants du territoire. La ville, consciente des contraintes de votre travail et pleinement engagée en votre faveur, se tient à vos côtés afin de vous apporter une aide aussi efficace que possible. J'ai tenu, dans une dynamique de défense de nos services hospitaliers, à prendre parti autant que possible en faveur du maintien du service bariatrique et surtout de la chirurgie bariatrique de l'hôpital face à son éviction inique par l'ARS. Il en va de la santé de vos patients, il en va du travail de nos soignants. Dans ce cadre, j'ai pris contact avec Mme Catherine Vautrin, votre ministre de tutelle, qui nous avait reçus sur d'autres sujets il y a quelques mois, monsieur le directeur et monsieur le président de la CME. Et j'ai pris aussi contact avec Arnaud Robinet, qui est président de la Fédération hospitalière de France, qui m'ont assuré de leur mobilisation en faveur du bariatrique. J'espère que nos actions, quand je dis nos actions, c'est des actions très partagées, seront couronnées de succès et je vous assure que je resterai engagé à vos côtés. Cela me rajeunit de 15 ans à peu près, ou presque, lorsqu'il avait fallu se battre pour conserver notre radiothérapie pour les plus anciens d'entre nous. La venue de nombreux internes au sein de vos services est également une occasion rêvée de leur faire découvrir Argenteuil, de leur exposer les atouts de notre ville et peut-être de les faire rester pour contribuer à une offre de soins toujours plus riche, ce que je teste depuis plusieurs promotions. Enfin, en tant que président du conseil de surveillance du CHA, je suis heureux que les travaux du nouvel hôpital avancent si bien et soient à même de vous offrir des espaces mieux aménagés, des infrastructures de meilleure qualité et des locaux permettant une communication plus fluide entre services dès 2027. Ensemble, cette année, continuons de bâtir un hôpital à la hauteur des attentes de nos concitoyens pour une santé toujours plus humaine et innovante. Vous êtes le cœur battant de cette ambition et je vous redis toute ma confiance pour l'avenir et mes félicitations pour votre engagement. Merci. Alors, comme le directeur l'a indiqué tout à l'heure, après le maire, le président de la CME à qui je cède immédiatement le micro. Donc, je suis ravi d'être présent ici une nouvelle fois pour cette cérémonie des vœux. C'est un moment important où on a l'occasion de pouvoir regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé l'année précédente, également évaluer les perspectives de l'année à venir. On sait tous que les hôpitaux sont en forte difficulté ces dernières années, et notamment en 2024, avec des déficits colossaux à hauteur de 3 milliards d'euros, et que toutes les structures hospitalières sont sous tension, sous pression, en raison de ces contraintes budgétaires. Néanmoins,
L'hôpital d'Argenteuil fait preuve de résilience et se trouve toujours présent, fortement sur son territoire. C'est un hôpital qui répond aux besoins de la population, qui répond aux besoins de territoires extérieurs à Argenteuil et qui, en 2024, a conservé la totalité de ses activités ouvertes, la totalité de ses services de soins ouverts pour cette année. Il faut le signaler, ce n'est quand même pas le cas de l'ensemble des structures hospitalières. Nous avons donc tous les services ouverts à l'hôpital d'Argenteuil. Donc je remercie l'ensemble de la communauté médicale, l'ensemble des professionnels de santé, les personnels administratifs, techniques qui nous accompagnent pour permettre d'offrir aux patients d'Argenteuil une offre de soins totale. Et cette dynamique, c'est la dynamique de la totalité des pôles, c'est la dynamique de la totalité des personnels. On a, vous le savez tous, un pôle de soins non programmés qui dispose d'un service d'accueil des urgences qui reste toujours ouvert, qui n'a jamais régulé, n'a jamais été en crise pendant cette année et qui accueille entre 105 et 110 000 passages aux urgences, adultes, pédiatriques ou psychiatriques. La lumière, comme dit Catherine Le Gall, je ne sais pas si elle est là, est toujours allumée pour pouvoir prendre en charge les patients. Dans ce pôle de soins non programmés, nous avons également des services forts qui développent leurs activités, comme la réanimation ainsi que la médecine polyvalente. Nous avons donc également des pôles forts, comme le pôle de femmes-mères-enfants. Je ne vais pas citer tous les services de soins de l'hôpital, mais on a la caractéristique d'avoir un service de maternité qui voit son activité augmenter au moment où il y a une rechute de la natalité en France, et il faut le signaler. La chirurgie oncologique progresse, le pôle d'oncologie progresse, notamment l'hématologie, qui atteignent des niveaux rarement atteints jusqu'à maintenant. La pédiatrie est ouverte dans sa globalité. Je vous disais tout à l'heure que tous les services étaient ouverts, mais le service de pédiatrie est réouvert dans sa totalité, ce qui n'avait pas été le cas en 2023. Nous avons un pôle de psychiatrie qui est fort. Nous avons pendant cette année également toutes les structures de psychiatrie qui sont restées ouvertes ou qui ont réouvert, permettant la prise en charge des patients. Vous savez tous qu'après la période Covid, il y a une forte difficulté pour les patients, les jeunes patients, les adolescents. Et donc le service de psychiatrie reste totalement disponible pour la prise en charge de ces patients. Nous avons une chance au niveau de l'hôpital d'Argenteuil, c'est d'avoir un pôle transversal, donc le pôle médico-technique, qui recueille les services de pharmacie, de laboratoire, d'imagerie, est un pôle fort avec des services de qualité. Lorsque de nouveaux médecins arrivent à l'hôpital d'Argenteuil, ce qu'ils disent pour la plupart en premier, que c'est super de travailler à Argenteuil, bien sûr, mais ils disent également que les délais de réponse des actes réalisés par les plateaux médico-techniques sont extrêmement courts. Et cette rapidité, cette qualité permet de réduire les durées d'hospitalisation et d'améliorer la prise en charge des patients. Le pôle d'hospitalité, je vous disais tout à l'heure que nous avions l'ensemble des disciplines médicales. Nous avons réouvert il y a un an et demi, une offre de neurologie que nous avions perdue il y a quelques années. Et cette offre de neurologie se développe. Nous avons un hôpital de jour qui a ouvert en neurologie, en partenariat avec le service de Catherine Le Gall pour la neurologie, ainsi que l'hôpital de Gonesse. Le pôle de chirurgie, monsieur le maire a fait un point sur ce pôle de chirurgie. Il faut savoir que l'année 2024 a été une année importante pour ce pôle de chirurgie, car nous avons réussi à réouvrir la totalité des salles opératoires du bloc opératoire. Ça ne nous était pas arrivé depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Nous avons réouvert toutes ces salles. Ça a permis plusieurs choses, de dynamiser bien sûr la prise en charge des patients de chirurgie gynécologique, mais également les patients de chirurgie viscérale, qui est devenu le moteur de l'offre de chirurgie de l'hôpital d'Argenteuil, réalisant une année 2024 remarquable par son taux d'activité au niveau du bloc opératoire. Et je reviens sur ce que vous disiez, sur la chirurgie bariatrique, qui a repris son activité en 2022 et qui a permis en 2024 d'atteindre des seuils de 74 qui sont largement supérieurs aux seuils demandés par nos tutelles. Après tout cela, le dernier pôle, le pôle de gériatrie, qui s'est reconstruit en 2024 à la suite de départ de médecins et qui permet d'avoir une offre totale au USLD
SMR, ainsi que UGA. Donc, cette année est une année pendant laquelle nous avons consolidé nos services qui avaient beaucoup souffert de la période Covid et post-Covid. C'est une belle année, mais néanmoins, nous avons des écueils encore. La CHESC, qui n'a pas encore reconnu la qualité de l'hôpital d'Argenteuil. Un petit déficit qu'il va nous falloir réduire, un léger déficit que nous allons devoir réduire dans l'année 2025. Un hôpital que nous voyons grandir tous les jours, qui est le signe du futur d'Argenteuil. C'est un hôpital qui permettra de prendre en charge plus de patients, plus rapidement, dans de meilleures conditions. Et c'est ce sur quoi nous devons tendre, prendre plus de patients et les prendre plus sereinement et plus efficacement. Donc, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2025 ? C'est de pouvoir relever tous les défis qui nous attendent, le défi du déficit, le défi de la prise en charge des patients. Et j'espère que nous pourrons ensemble, puisque c'est ma dernière année de présidence de CME, relever l'ensemble de ces défis et permettre à notre bassin de population d'être pris très correctement en charge par nos médecins. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Promis, j'ai travaillé. J'ai écrit, il y a du stabilo, tout va bien. Mais finalement, je vous le lirai dans Apostropha, parce que ce sera plus simple, ce sera plus rapide et on gagnera du temps. Vous savez, cette année, en 2024, on a imaginé un concept, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 3 questions à mon directeur. Où certains venaient dans mon bureau, je n'ai cessé de dire que je ne connaissais pas les questions et que les gens qui venaient, je ne les connaissais pas. Donc on va reproduire en temps réel le 3 questions à mon directeur sur les vœux. Comme ça, c'est vous qui allez me poser les questions de savoir ce que vous voulez savoir pour l'année 2025. Et puis je vais tenter d'y répondre. Je vous regarde, donc je vais vous poser la question. Alors vous serez 3 ou 4 en fonction des temps de réponse que je donnerai. Qu'est-ce que vous voulez que votre directeur général vous raconte sur les vœux 2025 pour cette année qui arrive ? Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais que notre directeur, M. Groseille, Monsieur Groseille, êtes-vous avec nous dans l'action de la chirurgie bariatrique ? Ah ouais, là, ça commence fort. Allez-y, applaudissez, parce que je sens les applaudissements. Et donc là, vous voyez que c'est pas préparé, puisque forcément, la question elle me met en difficulté, c'est inévitable. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je n'ai cessé de le dire, ma place n'est pas sur les barricades. C'est pas mon métier, je suis pas payé pour ça. Et je veux quand même rappeler à tout le monde que ma place, c'est d'être directeur général d'un hôpital, que je suis fonctionnaire. Et quand on est fonctionnaire, on applique la loi, qui est celle qui est la nôtre. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse, c'est que, vous le savez, je l'ai dit, sur la décision qui a été prise, je n'étais pas aligné avec la décision qui a été prise, puisque je n'ai eu cesse de le répéter, je l'ai dit partout où les gens en fait, voulaient bien m'écouter. Mais à partir du moment où elle est prise, à un moment donné, il faut bien à la fois intégrer cette décision et de l'autre côté, continuer à essayer de convaincre nos tutelles que peut-être que la décision pourrait être revue. Et donc mon job, ce n'est pas d'être sur les barricades, mon job c'est d'essayer de tenir compte des préconisations de l'agence, qui est la suivante, essayer de voir avec Aubonne Montmorency si on peut trouver un parcours. Et on a la chance d'avoir Nathalie Sanchez qui est là aujourd'hui. Elle pourra en témoigner, je l'ai rappelé, dès son retour de vacances lundi, pour qu'on essaie de voir, en plus de ce qu'on avait déjà fait, ce qui pouvait être fait en termes de parcours. Et en parallèle, je sais aussi qu'on a eu des échanges nourris avec l'agence, qu'on a une copie à rendre pour fin février, et en fonction de ce qu'on rendra, l'agence décidera de la suite à donner. À un moment donné, et ça c'est le message que je fais passer à tout le monde, on en a souvent discuté avec M. Ponce et M. Motron, chacun son rôle en fait. Moi, mon job, c'est pas d'aller manifester, mon job, c'est pas d'être sur les barricades, mon job, c'est pas de répondre aux journalistes sur le sujet, mon job, c'est de faire tourner un hôpital et de soutenir en fait cette démarche sur le fond, sur la forme, ça ne me concerne pas directement, et rappeler que je suis directeur général d'un hôpital et donc fonctionnaire, et que quand on est fonctionnaire, on applique aussi les règles qu'on nous demande d'appliquer. Sinon,
Je ne vais pas citer un ministre, je pense que certains ne connaissent toujours pas parce qu'ils sont nés dans les années 2000, mais il s'appelle Jean-Pierre Chevènement, qui disait la chose suivante: un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc soit je me tais, soit je ne suis plus là l'année prochaine pour les vœux 2026. Mais après, il faut choisir. Bon, bah ça va alors. Gary, parce que j'essaie de faire des services de soins et puis des services un peu logistiques. Alors Gary, quelle est la question que vous voulez me poser pour l'année 2025 ? À part soutenir le nouveau projet de Madeleine, NHA, aura-t-on les moyens ? Ah, évidemment, là, ça fait écho à ce qu'a dit M. Pont, c'est-à-dire on a un problème de déficit, donc est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout de la démarche? Alors c'est vachement bien, Gary, parce que vous allez me faire 2 paragraphes de mon discours en un, donc c'est parfait. Premier sujet, pourquoi on fait le nouvel hôpital? On le fait pour moderniser nos conditions d'accueil. Et ce qu'il faut intégrer, c'est que là, on n'est pas content avec l'État, mais je rappelle quand même à tout le monde que l'État a donné 130 millions d'euros et a mis 130 millions d'euros sur la table pour soutenir notre projet immobilier. Donc on ne peut pas dire que l'État ne nous soutient pas. Là, en l'espèce, c'est le cas. Deuxième sujet, on a une obligation. C'est que dans le cadre de ce projet immobilier, on a pris un engagement, c'est d'essayer de gérer au mieux l'argent public. Le constat qu'on peut poser en 2024, ce n'est pas qu'on l'a mal géré, c'est que les chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que notre niveau de déficit sur l'année 2024, on n'a pas encore tous les chiffres, donc je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais en tout cas, on ne devrait pas être meilleur que le chiffre de l'EPRD qu'on a annoncé. Alors les chiffres à l'EPRD qu'on a annoncé, c'est un déficit de 8,5 millions d'euros. On ne sera pas meilleur. Au mieux, on sera à 8,5 et peut-être un peu plus dégradé. Par rapport à ça, moi j'ai une responsabilité, et qui n'est pas que la mienne, qui est une responsabilité collective de l'institution, c'est qu'on ne peut pas mener l'hôpital d'Argenteuil dans le mur au niveau financier. On se doit collectivement de mettre en place des mesures pour essayer de corriger le tir. Je vous rappelais, quand je suis arrivé, on s'était dit on va faire un pari à l'activité. On va développer l'activité. Alors on a réussi en partie ce pari, parce que comme l'a très justement indiqué le docteur Ponce, on a quasiment la totalité de notre capacitaire qui est ouvert, ce qui est quand même plutôt pas mal en Ile-de-France, ce n'est pas le cas partout. Mais par contre, le nombre de patients qu'on accueille ne permet pas en fait de considérer qu'on a un capacitaire qui est totalement optimisé. Ce qui veut dire qu'on a engagé des discussions dès la fin novembre, et donc un certain nombre de réorganisations sont en place depuis début janvier pour essayer d'avoir un effet en année pleine en 2025. On a structuré notre réflexion en 3 temps. Premier temps, on a dit il faut absolument préserver notre capacitaire post-urgence. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Ponce l'a indiqué, on fait 110 000 passages aux urgences. À un moment donné, il faut des lits pour accueillir les patients. Donc on a préservé les capacités de l'UMEDO, de l'UHCD, des 2 services de médecine polyvalente et du court séjour gériatrique. Au total, ça fait 126 lits. Par contre, on a imposé 2 choses à ces services. 1, un taux d'occupation à 100%, et 2, des durées de séjour qui soient compatibles avec ce qui se passe au niveau national, parce que ça justifie les 126. On a pris un deuxième axe. On a dit qu'il faut optimiser notre structure. À un moment donné, il faut arrêter de considérer qu'on est propriétaire de nos lits. Le constat que l'on pose, c'est que parfois, sur une année, on a des problématiques de personnel médical ou paramédical. Ça ne sert à rien de dire je vais garder mes lits, puisqu'en fait, les lits, on n'est pas capable en fait, de les ouvrir, notamment parfois pour des problèmes médicaux. Mais on a le personnel paramédical. Et le choix qu'on a fait, c'est que les lits sont remis à disposition de la communauté. Et on a un certain nombre de services qui ont été là en support d'autres. Je prends l'exemple du service de médecine polyvalente LDV, qui est venu en support de la gastro, pour faire face à une problématique de temps médical temporaire sur la gastro-entérologie. On a la même logique en hémato et en onco. Et puis après, on a des services où on a beau faire le vœu de dire qu'on va atteindre les cibles d'activité, le constat c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que soit l'évolution du besoin de santé fait qu'on n'y arrive pas, soit on n'y arrive pas parce qu'à un moment donné, les circuits sont partis ailleurs et il va nous falloir du temps pour reconstituer les circuits. Et là, on a un exemple, on a la cardio, où la cardio, on s'est dit il faut la réorganiser. Et donc on a fait le choix de passer de 21 lits en hospitalisation conventionnelle de cardio à 18, et on a décidé de créer un secteur ambulatoire de 5 places. L'ambition, c'est de faciliter les passages des urgences vers le service de cardio et de moderniser nos prises en charge. Donc on l'a appelé, parce que parfois, vous savez, il faut faire de la communication pour que tout le monde retienne, on a appelé ça la démarche PRO, Pro. Donc préserver,
réorganiser et optimiser. Et donc, c'est pour ça, Gary, votre question était top, ça m'a parlé de parler finance, j'adore ça. L'ambition de cette démarche, c'est de faire en sorte que, au moment de l'entrée dans la phase 1, l'hôpital soit en équilibre. Parce que je vous rappelle que dans le dossier qu'on a vendu à l'État, on a dit qu'on allait faire des efforts complémentaires lorsqu'on allait rentrer dans les nouveaux locaux, en phase 1, et qu'on allait faire d'autres efforts complémentaires en phase 2. Avant de penser à ce qu'on va faire demain ou après-demain, commençons déjà par faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc l'ambition qu'on a, c'est que grosso modo, on a au moins 8 millions d'euros à aller chercher d'ici 2027. Voilà pour la question du nouveau bâtiment. Madame Berthold, tiens, du coup. Est-ce que vous avez une question ou Monsieur Derwish? Comme ça, est-ce que vous avez une question à me poser? Bah oui, il faut bien qu'il y ait des médecins quand même. Il ne peut pas y avoir que des administratifs ou des soignants. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer pour tout le personnel la crèche et les logements? Ça, vous savez, c'est comme les parkings, quoi. Donc, c'est les sujets qui sont compliqués. Sur cet objectif, je vais le raccrocher à un thème plus large qui est la question de l'attractivité de notre personnel, enfin l'attractivité de notre établissement à l'égard du personnel. Sur cette logique, déjà rappeler quand même à tout le monde que tous les établissements de France n'ont pas de crèche, ce qui n'est pas le cas de l'hôpital d'Argenteuil. Nous, alors je regarde Florence, c'est 90 berceaux ou 60 80 berceaux. Donc 62 berceaux pour l'hôpital, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, sur la question des logements, il y a deux niveaux. Il y a l'attractivité au niveau médical, puisqu'on accueille beaucoup de médecins à diplôme étranger qui viennent normalement pour 6 mois à 24 mois dans les établissements. On leur offre pour une part des logements. Et puis après, il y a la question du logement pour le personnel paramédical. Et sur ce deuxième axe, aujourd'hui, on va essayer de travailler donc, avec les services de la mairie, à la fois d'Argenteuil et d'autres services, pour essayer d'optimiser les parcours. Et une des réflexions que l'on a eues dans le projet d'établissement, c'est le recrutement d'une assistante sociale dédiée au personnel, pour justement accompagner les professionnels sur cette logique de logement notamment, et de permettre justement une facilitation sur le processus d'accompagnement. Voilà, donc c'est bien ciblé, ça fait partie des projets prioritaires sur 2025. Franchement, je vais oser le faire, mais j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Madame Jubiling, comme souvent, on ne vous donne jamais la parole. Et en fait, la réalité, c'est que je trouve que ce n'est pas cool parce que très souvent, la DD est là. De temps en temps, on leur envoie des pics, mais ils n'ont rien demandé. Et là, pour une fois, moi, j'ai envie de leur donner la parole pour savoir quelles questions ils ont à poser à l'hôpital. Alors, soit vous, soit Pierre, je ne sais pas, mais dites-moi. Les questions sont libres. Non, en tout cas, réaffirmer le soutien de l'agence à l'hôpital d'Argenteuil et à l'ensemble de ses équipes. Saluer le travail qui est fait. Également, un message tout particulier aux équipes à la fois des urgences et en aval des urgences, à la suite de l'épisode de tension particulier que vous venez tous de vivre à l'instar d'autres établissements du Val d'Oise. Et puis, vous souhaitez à tous une excellente année 2025. Vous voyez, je ne connaissais pas les questions, donc vraiment les 3 questions, mon directeur, je ne connaissais pas les questions et les gens, je ne savais pas où ils étaient, donc c'était vraiment, c'était pas du cinéma. Je vais terminer rapidement sur quelques petits sujets qu'on n'a pas abordés. Un premier sujet qui est les questions de la qualité. On a été tous fortement déçus par les résultats de la première certification. Moi, j'ai imprimé 95, 94, 93%, mais on m'a expliqué que ça ne servait à rien, donc j'ai dit OK, bon, c'est pas grave. On a fait un audit à blanc sur l'année 2024 et il faut qu'on se le dise, on n'a pas été bon. Le constat, c'est qu'on n'a pas été bon. Et comme on n'a pas été bon, je pense qu'il faut qu'on se serve de ces résultats qui n'ont pas été bons pour optimiser nos organisations, mettre un petit peu de travail complémentaire sur le sujet parce qu'ils vont revenir en juin 2025. Et en juin 2025, c'est plus sous condition ou pas sous condition. C'est soit on est certifié, soit on est non certifié. Alors vous me direz, si on est non certifié, il ne va rien se passer, on ne va pas mourir, hein, rassurez-vous, l'hôpital tournera. Mais ça ne fera pas terrible dans les journaux. On aura une belle dépêche APM et une belle dépêche Hospimédia qui dira l'hôpital d'Argenteuil n'est pas certifié. Ça ne fait pas sérieux pour un hôpital support. Donc vraiment, je vous invite toutes et tous, je sais que c'est compliqué, que ça nécessite beaucoup d'énergie, mais vraiment à essayer en fait, de mettre les bouchées doubles pour qu'en juin 2025, on soit performant. Réinsister aussi sur le projet d'établissement, vous remercier. Il y a eu plus de 300 participants, on a fait des boîtes à idées,
beaucoup de monde en fait a été présent dans les groupes de travail. Vous dire ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'il y a deux options. Soit le projet il est gros, hein, il fait 200 pages, soit il reste sur mon étagère et il prend la poussière pendant 5 ans. Bon, c'est sympa. Soit on décide à un moment donné, et c'est le choix qu'on a fait, c'est de le rendre un peu actif et que vous puissiez décliner à votre niveau les différentes actions que vous nous avez fait remonter. Et on a 5 ans pour le faire. Donc ce n'est pas la peine d'être trop pressé de vouloir tout faire tout de suite. On a 5 ans, mais à un moment donné, à chacun et chacune, vous allez pouvoir le décliner sur le terrain de manière opérationnelle. Un autre sujet qui me tient également à cœur et sur lequel il est important qu'on puisse revenir, qui est la coopération territoriale. Je dois vous dire que je suis particulièrement touché et content. On a les représentants de l'hôpital Novo avec Édouard Deveau et Alexandre Aubert. Voilà. On a Jérôme Chevillotte qui représente le CAGE de Nanterre, Roger Prévost. Et puis on a Nathalie Sanchez qui représente, qui est la directrice générale en fait d'Aubonne Montmorency. Je ne sais pas, mais moi l'année dernière, il n'y avait pas tout ce monde-là. Je m'ai dit que ce n'était pas toujours le cas. Et ça montre que quand on essaye d'être dans la transparence, dans l'échange, on y arrive. Quand on se rappelle que la coopération territoriale, ce n'est pas toujours un problème, que c'est très souvent une solution, surtout dans le contexte actuel, on y arrive. Quand on se rappelle que coopérer ne veut pas dire obligation de coopérer, parce que parfois il n'y a pas besoin en fait, de coopérer, on y arrive. Quand on se rappelle que coopérer, ou plutôt quand on se rappelle que la gradation des soins ne veut pas dire il y a un gros et il y a un petit, ça peut aider aussi. Et quand on se rappelle surtout, et là je tiens vraiment à remercier ceux qui s'y engagent, que la question des coopérations territoriales, c'est avant tout une question d'engagement des hommes et des femmes qui veulent bien le faire. Parce que la réalité de la coopération territoriale, c'est prendre sa voiture du point A, aller au point B. C'est passer parfois des demi-journées à droite et des demi-journées à gauche, et que c'est un vrai investissement individuel. Et enfin, rappeler à tout le monde qui va piano va sano, qui va sano va lontano. C'est-à-dire concrètement en français dans le texte, ne nous précipitons pas non plus. On ne change pas 40 ans d'histoire hospitalière en l'espace de 6 mois. Il faut un peu de temps pour que les mentalités évoluent. Il faut un peu de temps pour que les gens acceptent. Et se rappeler aussi que lorsqu'il y a des problèmes, ils arrivent et il faut les gérer de manière aussi sereine que lorsqu'on a des projets positifs à mettre en place. Dernier sujet que je souhaitais également évoquer, l'hôpital d'Argenteuil, en lien avec l'hôpital de Novo, que je ne me trompe pas. On a fait le pari, il y a maintenant 2 ans, de regrouper nos structures de recherche. Depuis que je suis arrivé, on a travaillé avec Nathalie pour emmener aussi Aubonne Montmorency dans le processus, parce qu'on a posé le constat que nos hôpitaux on produit du soin et c'est top parce que c'est notre mission première, mais on a aussi d'autres missions. On doit former des gens et puis on doit essayer de faire avancer la science. À notre petit niveau, il ne s'agit pas de se prendre pour un CHU, ce n'est pas le sujet, mais par contre, on a aujourd'hui dans nos secteurs d'activité des personnes ressources qui s'investissent pour faire avancer la science. Alors elles peuvent être ces personnes sages-femmes, infirmiers, médecins, mais la réalité, c'est que ces personnes-là, ils consacrent du temps et on se doit, nous, en tant qu'institution, de les soutenir dans cette démarche. Alors on a essayé, depuis 18 mois, 20 mois, d'upgrader un petit peu tout ce qu'on faisait, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Vous voyez le champagne qui commence à péter, donc c'est-à-dire en gros bientôt accélère un peu là, parce que c'est un peu long. Et donc l'idée, c'est qu'on va pousser encore les feux sur la question de la recherche et on va aussi pousser les feux sur la question de l'innovation, parce qu'on sait que tous, autant que vous êtes, vous avez des idées et que ces idées-là peuvent être portées et soutenues par l'institution. Normalement, je n'ai rien oublié, alors j'essaie de faire un mix entre les questions, ce que j'avais écrit comme discours. Du fond du cœur, vraiment, une très belle année 2025. Avant même de vous parler de réussite professionnelle, plein de bonheur familial, parce que je le sais bien, c'est ce qui nous tient aujourd'hui, parce qu'on s'investit quand même beaucoup à l'hôpital et qu'il faut aussi préserver la maison un peu quand même. Et puis plein de belles réussites au niveau professionnel et donc encore très belle année. Merci à vous.